Je m'appelle Andrew Matthews et j'ai aujourd'hui 60 ans. Cette histoire commence il y a 7 ans, durant une période calme et fragile de ma vie, alors que j'apprenais encore à exister après la perte. J'avais 53 ans à l'époque, veuf depuis 2 ans, essayant d'élever seul mon fils Jacob après la mort soudaine de ma femme, Caroline, emportée par un anévrisme cérébral. Un instant, elle riait dans notre cuisine. L'instant d'après, elle n'était plus là, laissant derrière elle un silence si lourd qu'il me pressait la poitrine chaque matin au réveil. Le chagrin ne m'a pas frappé bruyamment. Il s'est installé lentement, comme de la poussière, recouvrant tout ce que je touchais. Jacob avait 9 ans quand sa mère est morte, 11 lorsque cette histoire a véritablement commencé. Il avait besoin de structure, de sécurité, du sentiment que le monde restait fiable, alors j'ai appris à fonctionner malgré la douleur. Je suis devenu très doué pour les routines. Le petit déjeuner ensemble chaque matin, les devoirs à la table de la cuisine chaque soir, les week-ends partagés entre le magasin de bricolage et le parc. Je travaillais comme chef de projet dans une entreprise de construction. Un emploi qui occupait mon esprit et contenait mes émotions. Nous ne nous épanouissions pas, mais nous survivions, et certains jours, cela me semblait suffisant. Pourtant, il y avait des moments où le vide se glissait malgré tout. De petits moments. Regarder Jacob lasser ses chaussures tout seul, mettre la table pour 2 au lieu de 3. Entendre la voix de Caroline dans ma tête lorsque Jacob riait d'une façon qui lui ressemblait tant. Ces instants me rappelaient que la vie avait changé d'une manière que je ne pourrais jamais réparer complètement. Un samedi après-midi de la fin du printemps, j'ai promis à Jacob que nous irions déjeuner dans son café préféré. Un endroit simple appelé le Riverside Café, qui donnait sur un petit parc. C'était l'une de ces journées rares et parfaites, douces sans être chaudes, avec une légère brise dans les arbres. Jacob adorait regarder les canards dans l'étang pendant que nous mangions. Et moi, j'aimais le regarder oublier, juste un moment, que notre famille avait un jour été brisée. Nous sommes arrivés vers midi et avons trouvé une table sur la terrasse. Jacob a commandé son habituel sandwich au fromage grillé. J'ai pris un club sandwich et nous avons commencé à parler de sa prochaine sortie scolaire. Tout semblait ordinaire, paisible. Presque comme si la vie que je croyais perdue à jamais avait retrouvé le chemin jusqu'à nous, discrètement et sans prévenir. Et c'est alors que je les ai remarqués, 2 petites silhouettes debout près de l'entrée de la terrasse, observant les tables, nous observant, d'une manière qui a fait naître une douleur sourde au fond de ma poitrine. C'étaient 2 petites filles, probablement âgées d'environ 6 ans, debout côte à côte près du bord de la terrasse. Des jumelles identiques, avec les mêmes cheveux bruns et bouclés, et des robes beiges assorties, un peu usées mais soigneusement propres. Ce qui m'a frappé en premier, ce n'était ni leurs vêtements ni leur âge, mais leur maigreur. Leurs bras semblaient trop frêles pour leur corps, leur visage tiré d'une façon qu'aucun enfant ne devrait avoir. Elles observaient les clients avec une expression mêlant la faim et le désir, comme si elles étudiaient, non pas la nourriture, mais l'autorisation d'en demander. Elles restèrent là plusieurs minutes sans bouger, se contentant de regarder. Puis le gérant du café les remarqua et s'approcha. Je n'entendais pas ce qu'il disait, mais sa posture et ses gestes étaient suffisamment clairs. Si elles n'étaient pas clientes, elles ne pouvaient pas rester. Les filles hochèrent poliment la tête, s'écartèrent et échangèrent un regard qui semblait répété, comme si elles avaient déjà vécu cela. Puis, lentement, elles commencèrent à passer de table en table. Elles s'approchèrent d'abord d'un couple âgé, s'arrêtant à une distance respectueuse. Je vis le couple secouer la tête sans même vraiment les regarder. Les filles les continuèrent. Une autre table, un autre refus silencieux. Certaines personnes les ignoraient complètement, faisant semblant de ne pas les voir. D'autres les repoussaient d'un geste, visiblement mal à l'aise. Un homme alla même jusqu'à élever la voix et rappeler le gérant, agacé d'être dérangé. À chaque rejet, les filles semblaient rapetisser, leurs épaules se voûtant vers l'intérieur, comme si elles tentaient de disparaître. Jacob les remarqua lui aussi. « Papa » murmura-t-il en se penchant vers moi. « Qu'est-ce que font ces filles ?» Je regardais l'une des jumelles s'essuyer la joue d'un geste rapide, comme gênée par ses propres larmes. « Je ne sais pas, mon grand, » répondis-je doucement, « mais on dirait qu'elles ont besoin d'aide. »
Les filles s'approchèrent ensuite de la table voisine, où un jeune couple prenait le brunch. Cette fois, j'étais assez près pour entendre leur voix, douce, prudente, douloureusement polie. « Excusez-nous, dit l'une d'elles. Est-ce qu'on pourrait manger avec vous, s'il vous plaît? Nous avons vraiment faim. » La femme se tortilla, mal à l'aise, et secoua la tête. « Je suis désolée, mais non. Vous devriez rentrer chez vos parents. »« On ne peut pas, répondit l'autre fillette. Notre maman est au travail et on n'a pas de nourriture à la maison. » La réponse de l'homme fut sèche et définitive. « Ce n'est pas notre problème. Allez-vous-en. » Les jumelles se retournèrent, toutes les deux en larmes désormais, incapables de les cacher. Elles restèrent là un instant, perdues et vaincues, et quelque chose se brisa en moi. Je revis Jacob à cet âge-là. Je revis le visage de Caroline. Je compris à quel point le monde devait sembler cruel et effrayant quand on a faim et que personne n'écoute, avant même de pouvoir trop réfléchir, avant que la peur ou la prudence ne me rattrape, j'entendis ma propre voix s'élever, douce mais ferme. « Les filles, voulez-vous manger avec nous ?» Elles se tournèrent vers moi si rapidement que c'était comme si elles avaient peur que l'invitation disparaisse si elles ne répondaient pas assez vite. Leurs yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se remplirent de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. De près, je distinguais des détails qui m'avaient échappé de loin. Les cernes sombres sous leurs yeux, la façon dont leurs robes pendaient trop large sur leur petit corps, l'immobilité prudente d'enfants qui avaient appris à ne pas trop demander. L'une d'elles parla d'une voix à peine audible, demandant si j'étais sûr. Je hochai la tête et désignai les chaises vides. « Venez vous asseoir. Il y a largement de la place. » Elles s'approchèrent de la table avec hésitation, comme si elles s'attendaient à ce que je change d'avis à la dernière seconde ou que tout cela se révèle être une plaisanterie cruelle. Jacob me regarda, cherchant mon visage, et je lui adressai un léger signe de tête qui lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. C'était important, nous aidions. Les filles grimpèrent sur les chaises et s'assirent le dos bien droit, les mains soigneusement posées sur leurs genoux, comme des invités qui ne voulaient pas risquer de s'attarder trop longtemps. « Je m'appelle Andrew, dis-je doucement, et voici mon fils, Jacob. »« Je m'appelle Emma, dit la fillette de gauche, et moi, Sophia, ajouta l'autre. Nous sommes jumelles. » Je leur demandai si elles avaient faim, et elles hochèrent la tête avec tant d'ardeur que j'eus l'impression que leur boucle allait se détacher. La lèvre inférieure d'Emma trembla, tandis qu'elle retenait de nouvelles larmes. Je fis signe à la serveuse et commandai sans hésiter 2 croque-monsieur, 2 portions de frites et 2 milkshakes au chocolat. La serveuse sourit gentiment aux filles et disparut à l'intérieur. Emma et Sophia se regardèrent, stupéfaites, comme si elles craignaient que tout cela ne soit qu'un rêve dont elles pourraient se réveiller à tout moment. Quand la serveuse s'éloigna, Emma murmura un merci discret mais sincère. Pendant l'attente, je leur demandais doucement où étaient leurs parents. Les jumelles échangèrent l'une de ces conversations silencieuses dont seuls les frères et sœurs semblent capables. Finalement, Sophia prit la parole. Leur père était mort 2 ans plus tôt. Il était malade. Leur mère travaillait à 2 emplois et était absente presque toute la journée. Ce matin-là, il n'y avait pas de nourriture à la maison, juste quelques crackers qu'elles avaient fait manger au petit déjeuner. Leur mère ne savait pas qu'elles étaient là. Elle leur avait dit de rester à la maison et d'attendre. Mon cœur se brisa en les écoutant. C'étaient des enfants de 6 ans qui avaient marché seuls jusqu'à un café et demandé de la nourriture à des inconnus parce qu'il n'y avait plus rien chez elles. Quand les plats arrivèrent, je les regardais manger avec précaution, prenant de petites bouchées, savourant chaque frite comme si c'était quelque chose de précieux. « Ça va, leur dis-je doucement, vous n'êtes pas obligés de faire durer. » Sophia leva les yeux vers moi, parfaitement sérieuse, et dit « C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. » Et à cet instant-là, je compris que le déjeuner ne serait pas la seule chose que nous allions partager ce jour-là. Lorsque les fillettes eurent fini de manger, Jacob se pencha vers moi et murmura, la voix pleine d'inquiétude et de détermination, « Papa, est-ce qu'on peut les aider ?» Je n'hésitai pas une seconde. Je lui répondis « oui », que nous allions les aider. Pendant qu'Emma et Sophia sirotaient leur milkshake, je posais des questions avec douceur, en prenant soin de ne pas leur donner l'impression d'être interrogés. Peu à peu, leur histoire se dévoila. Leur mère s'appelait Angela. Elle n'avait que 28 ans
et travaillait la nuit dans un centre de soins et le jour comme caissière dans une épicerie. Même avec près de 80 heures de travail par semaine, cela ne suffisait jamais. Le loyer passait en premier, puis les charges, puis les factures médicales laissées par la maladie de leur père. La nourriture dépendait de l'argent qui restait. Et bien souvent, il n'en restait pas. Emma me raconta que leur mère pleurait la nuit lorsqu'elle pensait qu'elle dormait. Sophia ajouta qu'elle faisait de leur mieux pour être sage et ne rien demander, parce qu'elle ne voulait pas la rendre encore plus fatiguée ou plus triste. En entendant cela, j'ai failli craquer. Ces enfants n'avaient pas seulement faim. Elles portaient sur leurs épaules une responsabilité et une culpabilité qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à supporter. Je leur demandais à quelle distance elles habitaient, et Emma montra vaguement du doigt la rue, en direction d'un ensemble d'appartements aux portes bleues. Je connaissais cet endroit. Ce n'était pas dangereux, mais c'était là que les familles allaient quand elles n'avaient plus d'autre choix. En regardant ma montre et en réalisant qu'il n'était même pas 2 heures de l'après-midi, la réalité me frappa. Ces fillettes allaient rester seules pendant des heures dans un appartement presque sans nourriture. Je ne pouvais pas m'en aller comme si de rien n'était. Je demandais si Jacob et moi pouvions rentrer avec elles, en passant peut-être d'abord par l'épicerie. Elles hésitèrent, manifestement partagées entre l'espoir et la peur de faire quelque chose de mal, puis finirent par hocher la tête. Pendant le trajet, Jacob resta silencieux, le regard fixé par la fenêtre, en train d'assimiler quelque chose de bien plus important qu'un simple déjeuner de samedi. Leur appartement était petit, usé, mais impeccablement propre. Le réfrigérateur ne contenait guère plus que des condiments et quelques œufs. Les placards n'étaient pas beaucoup mieux garnis. J'emmenai les filles et Jacob à l'épicerie et remplis un chariot avec tout ce qu'une famille devrait avoir. Du lait, du pain, des œufs, des fruits, des légumes, des céréales, de la viande. Le total n'avait aucune importance. Ce qui comptait, c'était l'expression sur le visage d'Emma et de Sophia lorsque nous avons déballé les sacs et que le réfrigérateur s'est rempli. Sophia murmura à sa sœur, presque incrédule, « On peut manger dès qu'on a faim maintenant. » Et à cet instant, je sus que, quoi qu'il arrive ensuite, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Vers 19h30 ce soir-là, j'entendis une clé tourner dans la serrure. La porte de l'appartement s'ouvrit et une jeune femme entra, les épaules affaissées par l'épuisement. Elle portait l'uniforme d'un supermarché, les cheveux attachés à la hâte en queue de cheval, et lorsque son regard se posa sur moi, un homme inconnu debout dans son salon avec ses enfants, la peur traversa son visage. Elle laissa tomber son sac et se précipita en avant, serrant Emma et Sophia contre elle. « Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Avant même que je puisse répondre, les filles parlèrent toutes les deux à la fois. Elles lui racontèrent le déjeuner, la nourriture, les courses qui remplissaient la cuisine. Le visage d'Angela se décomposa. La stupeur se transforma en honte, puis en quelque chose de bien plus profond et plus douloureux. Elle s'effondra sur le canapé et se couvrit le visage tandis que les sanglots éclataient, ceux qui viennent quand on a été poussé bien au-delà de ses limites. Emma et Sophia s'agrippèrent à elle, s'excusant en pleurs, disant qu'elles avaient simplement faim et qu'elles ne voulaient pas la rendre triste. Je me présentai doucement et expliquai tout, en gardant les mains bien visibles et la voix calme. Lorsque Angela leva les yeux, rougie et brûlant de larmes, elle me remercia, mais déclara qu'elle ne pouvait pas accepter la charité. Elle promit de rembourser chaque dollar. Je lui dis avec douceur que ce n'était pas une question de charité. C'était une question d'aide, de voir des enfants qui avaient besoin de manger et une mère qui faisait tout ce qu'elle pouvait et qui, malgré cela, n'y arrivait pas. Nous parlâmes longtemps ce soir-là. Elle me raconta la perte de son mari, les factures médicales qui avaient anéanti le peu d'économies qu'ils avaient, les nuits passées éveillées à écouter les ventres de ses filles gargouiller, se détestant pour cela. Je lui parlais de la perte de ma femme, de l'éducation de Jacob seul, de ce que cela fait de se noyer tout en faisant pourtant tout ce qu'il faut. Quand je partis, j'avais organisé des livraisons de courses, partagé des pistes d'emploi et les avais invités à dîner, non pas comme une obligation, mais comme une ouverture. 7 années ont passé depuis cet après-midi-là.
Angela a trouvé un travail stable, les filles sont devenues fortes et sûres d'elles, et Jacob a gagné des sœurs qu'il n'aurait jamais imaginées. Quelque part en chemin, l'amitié est devenue une famille. Quand on me demande comment nous nous sommes rencontrés, je dis la vérité. 2 petites filles ont demandé si elles pouvaient manger avec nous. Et j'ai dit oui. Et dans ce simple oui, nos vies à tous ont changé pour toujours.